Bonsoir à tous. J'ai l'impression que mon micro est en train de s'enfuir. Merci d'abord de m'accueillir chez vous à Dunkerque. Je suis très heureux d'être là. Je suis un peu régional d'étape, puisque je suis roubaisien d'origine. Mais Dunkerque, ça me remémore pas mal de choses. Quand j'étais petit, je ne pouvais pas faire de football parce que j'avais un handicap au pied. Et du coup, mes parents m'avaient mis à la piscine. Et donc, je faisais de la piscine toutes les semaines à Roubaix. Et je me suis mis à faire de la compétition. Et un jour, je reçois une convocation pour une compétition à Dunkerque. J'étais super fier parce que c'est la première fois que je faisais un énorme voyage pour faire une compétition, donc je me voyais déjà comme futur champion de France. Et j'arrive à Dunkerque, je tombe sur une piscine olympique. Piscine de 50 mètres, je crois qu'elle existe encore, j'espère qu'elle existe encore. Et ça a été le choc de ma vie, ou l'un des premiers chocs de ma vie, parce que quand vous passez d'une piscine de 25 mètres à une piscine de 50 mètres, quand j'étais au milieu du bassin, j'arrivais plus à nager et j'avais l'impression que j'allais couler. Et je me suis pris la honte de ma vie ce jour-là. Et je ne vous cache pas que je suis plus heureux d'être à Dunkerque ce soir dans une réunion comme celle d'aujourd'hui, qui déborde d'énergie positive, que quand j'avais 14 ans et que j'étais en train de couler au milieu de votre belle piscine olympique. Cela étant, ça marche. Je voulais être sûr d'abord que vous ayez vraiment envie de m'écouter. Alors je sais que vous avez payé, donc vous êtes un peu obligé de m'écouter, parce que j'ai deux défauts. Le premier, c'est que je suis un ex-banquier, ce qui n'est pas forcément dans l'esprit de la soirée. Et le second, c'est qu'en plus, je suis diplômé notaire. J'espère qu'il n'y a pas de notaire dans la salle, parce que la dernière fois que j'ai fait cette intervention, il y avait un de mes amis notaires dans la salle qui m'a envoyé un mail le lendemain en disant franchement, c'est lamentable d'utiliser les notaires de manière péjorative, donc, mais je suis obligé de reconnaître que c'est un peu ma vie. Et surtout, dans ma vie, j'ai eu, pour vous parler un petit peu de moi, avant de passer au sujet qui nous importe ce soir, j'ai eu deux grandes chances. La première, c'est que mes parents ont fait de moi quelqu'un de plutôt passionné, tellement passionné que, par exemple, ma classe de seconde, je l'ai redoublée, parce que je m'étais pris de passion pour une maquette en plastique de 3000 pièces, qui était le HMS Victory. Et j'étais tellement passionné par mon truc, j'avais un peu oublié l'école, et donc j'ai redoublé. Et puis du coup, mes rêves de devenir architecte ou de faire une grande école de commerce se sont un petit peu envolés en fumée. Et puis, faute de mieux, je me suis retrouvé en fac de droit. Et puis, de fil en aiguille, après la fac de droit, je suis devenu diplômé notaire. Le marché immobilier était en crise, il n'y avait pas de place dans le notariat. Du coup, je suis rentré dans la banque et je me suis retrouvé banquier de gestion de fortune. Et puis, c'est un peu grâce à ça que je suis ici ce soir, parce que si je n'avais pas été banquier un jour, je n'aurais jamais plongé dans la microfinance. Et ma deuxième grande chance dans la vie, c'est une rencontre. C'était en 2005. J'ai eu la chance de rencontrer Madame Karimov. Vous ne connaissez pas Madame Karimov, mais vous connaissez peut-être son lieu de résidence, c'est Douchambé. Qui connaît Douchambé dans la salle? Levez la main. Eh oui, c'est comme moi j'étais banquier de gestion de fortune à Paris, avenue Hoche, avec des gens très bien habillés, des beaux costards, etc. Et quand on m'a dit « Arnaud, tu vas aller à Douchambé », la Douchambé, c'est la capitale du Tadjikistan, pour votre information, je ne le savais pas, je ne sais toujours pas comment ça s'écrit. Et quand j'ai rencontré Madame Karimov à Douchambé, alors que je m'occupais depuis 12 ans de gens très fortunés dans la gestion de fortune, des gens qui avaient entre 1 million et 100 millions de patrimoine. D'ailleurs, j'ai toujours été frappé d'une chose, c'est que avec les clients riches que j'accompagnais, j'avais l'impression, je parle bien d'impression parce qu'il ne faut pas être caricatural, mais j'avais souvent l'impression que ces gens n'étaient pas tellement heureux, en tout cas dans leur rapport à l'argent. C'est quand j'avais des clients, quand la bourse montait par exemple, les clients venaient toujours me voir en me disant « Oui, mais moi j'ai un copain qui est dans une autre banque et je vous jure que dans l'autre banque on gagne plus que chez vous, donc vous avez intérêt à vous aligner, à faire mieux parce que sinon je vais changer de banque. » Et puis quand la bourse baissait, même si j'étais le meilleur des gestionnaires et que le portefeuille baissait moins que le marché, le client n'était pas content non plus parce que son portefeuille baissait tout simplement. Donc j'avais l'impression je n'étais pas très à l'aise avec ce rapport à l'argent de gens qui souvent, dans leur rapport à la performance en tout cas, n'étaient pas satisfaits. Jusqu'au jour où donc je me retrouve à Douchambé et je rencontre Madame Karimov. Et Madame Karimov, elle me reçoit comme ça, très simplement. Elle était à pieds nus. Ah, ça, c'est la merde. Est-ce que le truc va s'envoler? Là, je ne sais pas comment je fais. Alors, attendez. Si, ça marche.
Je vais remettre le micro. C'était une tentative. Vous m'entendez? Vous m'entendez encore? Ça marche? C'est bon. Et donc, Madame Karimov me reçoit à pieds nus. Et elle me reçoit pendant à peu près un quart d'heure, avec un sourire jusqu'aux oreilles et des remerciements toutes les 30 secondes. Ce qui ne m'était jamais arrivé dans ma vie de banquier. Et ce jour-là, j'ai eu un choc parce que cette femme voulait me montrer comment elle était fière du microcrédit qu'on lui avait accordé. Et elle ne cessait de me remercier de ce microcrédit qu'elle avait reçu et qui lui permettait de vivre et de faire vivre toute sa famille. Et ce jour-là, j'ai eu un choc parce que j'ai réalisé que, quelque part, même si ça peut paraître un peu caricatural, mais j'ai réalisé que l'argent pouvait faire le bonheur et surtout, j'ai réalisé la valeur relative de l'argent. Madame Karimov, on lui avait accordé un microcrédit de quelques milliers de somonies, hein, c'est la devise tadjik, mais ça représentait à peu près l'équivalent de $200. Et avec $200, elle avait pu financer sa petite activité. Elle fabriquait des lits de bébés en bois qu'elle revendait sur les marchés. Et grâce à cette petite activité, grâce à ce microcrédit, eh bien, elle pouvait gagner de l'argent et faire vivre toute sa famille. Ça a été un grand choc pour moi. Et donc, j'ai décidé de basculer ma vie des riches vers les très pauvres. Mais malgré tout, comme je vous ai dit, j'étais banquier et notaire, donc j'ai envie quand même, ce soir, de vous parler d'héritage et de chiffres. D'abord, héritage. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous situer le problème. Il y a 2 ans, j'étais à Manille. J'étais en discussion avec la directrice de l'institution de microfinance, un acteur de terrain avec qui on travaille. Et la directrice de l'institution de microfinance me raconte l'histoire d'une de ses clientes qui un jour fait un héritage. Alors vous savez comment ça se passe quand vous vivez dans un bidonville et que l'un de vos parents décède, hein, votre mère décède par exemple. L'héritage c'est très simple, vous soulevez son matelas, vous prenez les économies et puis l'héritage est fait. Il n'y a pas besoin d'être notaire pour ça. Et cette dame, avec son héritage, donc un petit sac d'argent, va voir la directrice de l'institution de microfinance et lui dit ça y est, qu'est-ce que je fais avec cet argent? Elle se sentait riche quelque part, tout est relatif, mais elle se sentait riche. Et la directrice de l'institution de microfinance lui dit c'est pas compliqué, tu vas au bout de la rue. Au bout de la rue, il y a une banque et tu vas déposer ton argent. La petite dame part et le soir, la directrice de l'institution de microfinance rentre chez elle, prend la rue, passe devant la banque et voit cette dame qui était assise sur le trottoir devant la banque, toujours avec ton petit sac à la main. La directrice lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et cette dame ne savait pas qu'il fallait, pour aller déposer son argent dans la banque, il fallait pousser la porte de la banque pour aller ouvrir un compte. Elle pensait que les banquiers, que la banque allait venir chercher son argent sur le trottoir. Et cette histoire, qui est une anecdote, mais est tout à fait symptomatique de ce qu'on rencontre dans certains pays en développement, c'est-à-dire la totale méconnaissance de l'existence de la banque et de la finance, tout simplement. Et donc, laissez-moi vous donner quelques chiffres que vous ne connaissez probablement pas, mais qui sont tout à fait éloquents. Le premier, c'est 80%. Savez-vous que 80% de la population mondiale n'a pas accès à la banque? Et encore, ce n'est pas parce que vous avez éventuellement accès à la banque que pour autant vous avez accès à un crédit. Et de fait, aujourd'hui, sur 7 milliards d'habitants sur la planète, 90% des habitants de la planète n'ont pas accès à un crédit. C'est quelque chose quand même d'assez impressionnant pour nous qui, évidemment, connaissons tous ce qu'est une banque, avons tous 1, 2, voire 3 comptes en banque parfois. Eh bien non, la réalité de notre petite planète, c'est celle-là, 90% de la population mondiale n'a pas accès au crédit. 2 autres chiffres. Est-ce que la réponse est derrière, mais le taux d'adhésion à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous connaissez le taux d'adhésion à l'entrepreneuriat en France? C'est-à-dire le pourcentage des Français qui veulent créer une entreprise. Vous avez une chance sur 2 de gagner. Qu'est-ce qui dit 15%? Qui dit 50%? Il y a plus de 15%, puis tous les autres n'y ont pas répondu. Mais oui, en France, le taux d'adhésion à l'entrepreneuriat est d'environ 15%, un peu moins d'ailleurs, plutôt 14 et des pouces. Et quand on fait des sondages dans les bidonvilles, dans les pays en développement, on s'aperçoit que le taux d'adhésion à l'entrepreneuriat est plutôt autour de 50%. Vous allez dire, c'est évident, on est dans un bidonville, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de salariat, il n'y a pas d'entreprise. Le seul moyen de vous en sortir,
C'est tout simplement de créer, pas une entreprise, mais en tout cas une activité, un petit business, une activité d'autosubsistance. Et avec les chiffres que je viens de vous montrer, vous voyez qu'on est en plein paradoxe, c'est que ce sont dans les zones où le taux d'adhésion à l'entrepreneuriat est le plus fort qu'il y a le moins de ressources financières. Parce qu'évidemment, quand vous voulez créer une petite entreprise, un petit business, eh bien vous avez besoin de le financer. Vous êtes couturière, vous voulez fabriquer des vêtements que vous voulez revendre sur les marchés, il faut acheter une machine à coudre, il faut acheter du tissu. Quand vous habitez dans un bidonville, vous n'avez pas d'argent pour le faire. Puis encore, votre entourage, ils sont comme vous, ils habitent dans trois tôles ondulées, ils n'ont pas l'argent non plus pour vous aider à financer votre petite activité. Et donc vous êtes dans des endroits où vous voulez créer un business, vous n'avez pas les moyens de le financer. Et c'est dans ce contexte qu'est apparu le microcrédit. Alors, le microcrédit, vous en avez tous entendu parler, ces fameux petits crédits qu'on accorde à ces gens exclus du système bancaire, en partant du principe que, eh bien, sans doute, ils étaient capables de rembourser, contrairement à ce que les banques disent ou disaient, que les pauvres, évidemment, sont insolvables et sont incapables de rembourser. Ben non, le professeur Yunus, prix Nobel de la paix 2006, a montré par ses expériences que, justement, les pauvres étaient tout à fait capables de rembourser à partir du moment où on les éduquait, à partir du moment où on leur inculquait un rapport très sain à l'argent, et surtout qu'on leur apportait cette bouée de sauvetage incroyable qu'est le petit crédit qui leur permet de financer leur petite activité d'autosubsistance. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les bidonvilles, quand vous n'avez pas la banque, si vous voulez créer une activité, avant que le microcrédit ne soit apparu, vous aviez un moyen, c'est d'aller voir les usuriers, un petit peu comme au Moyen-Âge chez nous. Le taux d'intérêt moyen des usuriers dans le monde, aujourd'hui, c'est à peu près 200%. C'est-à-dire que vous voulez créer un business, vous allez emprunter de l'argent auprès d'un usurier dans un bidonville, eh bien le taux d'intérêt va manger à peu près toute la marge générée par votre business, autant dire que ça n'a plus grand intérêt. Eh bien le professeur Yunus, alors ce n'est pas lui qui a inventé le microcrédit, le microcrédit, on le fait remonter d'ailleurs sans doute à la ville de Babylone, mais à la ville de Babylone, le crédit agricole, à l'époque de sa formation, c'était ni plus ni moins que du microcrédit. Mais le professeur Yunus a eu un mérite, c'est de répandre, parce que c'est un homme extrêmement communicant, de répandre et de diffuser incroyablement le microcrédit dans le monde. Et depuis les expériences du professeur Yunus, il a créé la Grameen Bank. Aujourd'hui, la Grameen Bank au Bangladesh, c'est 7 millions de micro-entrepreneurs. Eh bien, depuis 30 ans, ce sont 200 millions de personnes dans le monde qui bénéficient de microcrédits. Ce sont 10 000 institutions de microfinance, donc des acteurs de terrain qui sont des ONG, des coopératives ou des petites sociétés commerciales qui délivrent du microcrédit. Et c'est un encours mondial, un portefeuille mondial du microcrédit de 65 milliards de dollars, donc qui ne cesse de se développer, puisque tous les ans, l'encours du microcrédit dans le monde grossit à peu près de 10%. Et puis si vous voyez, il y a la petite chose que j'ai mis à côté, le 75%, d'après vous, 75%, c'est le taux de femmes bénéficiaires de microcrédit. Aujourd'hui, dans le monde, 75% des micro-entrepreneurs bénéficiaires de microcrédit sont des micro-entrepreneuses. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le professeur Yunus, dans ses premières expérimentations, a montré qu'au-delà du fait que le microcrédit est un excellent instrument d'inclusion sociale, d'insertion sociale de la femme dans les pays en développement, il a aussi montré que les femmes étaient plus sérieuses, plus responsables. Souvent, les hommes vont à la guerre ou vont picoler, alors que les femmes sont chargées de famille, responsables des enfants, à la maison, et donc sont souvent bien plus responsables, et donc se portent fort de rembourser le crédit qui leur est accordé. Là encore, quand j'étais au Tadjikistan, Mme Karimov était veuve. Au Tadjikistan, il y a un truc amusant, c'est que les hommes à la maison ne rêvent que d'une chose, c'est de partir à Moscou, Tadjikistan, ex-Union soviétique, de partir à Moscou pour aller travailler sur les chantiers de gratte-ciel à Moscou, pour ramener beaucoup d'argent. Et donc un jour, ils vont voir leur femme, et ils leur disent « Ma chérie, tu sais, on est un peu pauvres, moi tu vas voir, je vais ramener plein de fric, je pars à Moscou. » Puis en général, ils partent à Moscou, puis ils ne reviennent jamais. Parce qu'en fait, à Moscou, ils ne s'y trouvent pas si mal que ça, ils gagnent beaucoup plus qu'au Tadjikistan, ils se mettent à boire, ils se trouvent une minette, une petite moscovite, etc., puis ils ne reviennent pas. Et du coup, c'est la femme qui reste au foyer, qui s'occupe des enfants, etc. Et donc, bravo mesdames, vous êtes beaucoup plus responsables que nous. C'est grâce à vous aussi que le microcrédit a pu se développer de manière aussi importante ces 30 dernières années. Une institution de microfinance, un acteur qui délivre du microcrédit, eh bien c'est quelque part une sorte de banque un peu informelle. Elle a besoin un peu de faire comme la banque, c'est-à-dire de trouver de l'argent, de la ressource financière pour reprêter
à ses clients. Et curieusement, alors qu'on parle de plus en plus du microcrédit, y compris auprès du grand public, quand le professeur Yunus est nommé en 2006 prix Nobel de la paix, on parle du microcrédit dans tous les médias, et cet outil de développement, cet outil social extraordinaire, eh bien, curieusement, ne se développe pas auprès du grand public. Quand on parle de développement, d'aide humanitaire, eh bien, on entend toujours, on raisonne toujours ONG, dons, aide au développement, et tous les ans, par exemple, il y a une dotation d'à peu près 100 milliards de dollars qui est déversée dans l'aide humanitaire aux pays en développement. Et bien, sur cette aide de 100 milliards de dollars, il y a à peu près 50 milliards de dollars qui viennent de l'univers institutionnel, des États, des grandes ONG redistributrices internationales, et puis il y a 50 milliards qui viennent de vous, de l'univers du privé, donc des dons des individus, des dons des entreprises. Donc l'aide au développement est financée à la fois par le grand public et les institutionnels. Et curieusement, eh bien, la microfinance n'avait jamais été financée par le grand public alors que tout le monde en parlait. Les institutions de microfinance, pour aller chercher leurs ressources financières, ne trouvaient cette ressource financière qu'auprès de banques locales, de banques internationales, de fonds d'investissement, donc d'acteurs institutionnels, et pas du grand public. Jusqu'au jour où, il y a 8 ans, un Américain, qui est du nom de Matthew Flannery, a eu l'idée, pour la première fois, de connecter le grand public dans une démarche solidaire au développement du microcrédit. Et non seulement il a eu l'idée pour la première fois d'associer le grand public au développement du microcrédit, et en plus il l'a fait d'une manière très originale, en respectant l'esprit du microcrédit. Il s'est dit, le microcrédit, ce n'est pas comme les ONG, ce n'est pas un appel aux dons pour une cause plus ou moins déterminée, non, c'est un micro-projet, c'est Madame Karimov, une personne désignée qui veut développer son petit projet bien défini, d'une part, et d'autre part, ce n'est pas de l'assistanat, on ne donne pas de l'argent à quelqu'un pour subvenir à ses besoins, non, on lui prête de l'argent pour qu'il puisse s'en sortir par lui-même. Et de cette idée, de cet esprit du microcrédit, eh bien Matthew, aux États-Unis, a créé un site web, un site internet, qui a été le premier site qu'on appelle aujourd'hui de peer-to-peer de microcrédit, qui est un site par lequel les internautes peuvent venir choisir un projet à parrainer, c'est un site de parrainage, mais au lieu de donner de l'argent, de prêter de l'argent en ligne. Et cette association du parrainage par le prêt a créé dans l'univers de la solidarité une espèce de révolution incroyable, puisque en 8 ans, après, alors cet Américain a créé une plateforme qui s'appelle Kiva, K-I-V-A, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette plateforme. D'ailleurs, moi, le matin, quand je me réveille, je ne prie pas Shiva, ou je ne remercie pas Shiva, je remercie Kiva, parce que sans Kiva, je n'aurais jamais créé Babylone, la plateforme équivalente qu'on a créée en France il y a quelques années. Toujours est-il que dans le sillage de cette initiative américaine, il y a aujourd'hui 25 sites Internet dits de peer-to-peer de microcrédit, et ça se développe très vite, puisque dans ces plateformes, celles qui émergent doublent de taille tous les ans, donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans l'univers de la solidarité. Et aujourd'hui, dans le monde, avec toutes ces plateformes fédérées, il y a à peu près 800 000 internautes qui, en moyenne, ont prêté ou prêtent sur ces plateformes l'équivalent de 200 $, ce qui fait à peu près 160 millions de dollars en 8 ans, 160 millions de dollars collectés par ces plateformes de peer-to-peer au bénéfice de micro-entrepreneurs dans le monde. Alors quand on a dit ça, 160 millions de dollars relativement à 65 milliards de dollars, je vous parlais de l'encours mondial du microcrédit, c'est encore ridicule, c'est absolument pas 50%, c'est 0,25% de l'encours mondial du microcrédit. Mais je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais, il y a quelques mois, avec Matthew Flannery, donc le fondateur de Kiva, j'étais en discussion avec lui, et je lui dis, mais punaise, votre truc c'est incroyable. Moi j'ai créé Babylone il y a 4 ans, on est devenu la deuxième plateforme au monde de ce type, mais on est encore tout petit, il faut rester modeste. Et quand je vois Mathieu, je lui dis, mais c'est incroyable, c'est énorme, ce qu'a fait Kiva est absolument incroyable. Et le mec me dit, mais non, on est tout petit. Alors je dis, mais non, vous n'êtes pas tout petit, vous êtes 50 fois plus gros que nous, donc... Et il me dit, non, parce qu'on est tout petit, parce que nous, ce qu'on vise, c'est Facebook. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, ce mec qui a bientôt 1 million de membres, plus d'1 million de membres sur sa plateforme, 700 000 prêteurs, en fait, son objectif, c'est peut-être pas 800 ou 900 millions d'internautes prêteurs, mais c'est, dans sa tête, probablement au moins 50 millions ou 100 millions.
On s'est aperçu que sur ces plateformes de peer-to-peer, celles qui émergent en tout cas, il y avait une sorte de loi de Moore, vous savez, cette capacité des processeurs à doubler leur capacité tous les 18 mois, mais on s'est aperçu que ces plateformes doublaient de taille tous les 15 à 18 mois. Et donc peut-être que Matthew Flannery a raison, et que si ces plateformes voient leur taille multipliée par 100 dans les 10 ans qui viennent, eh bien ce jour-là, ce ne sera plus 0,25% de l'encours mondial du microcrédit qui sera financé par les internautes, par le crowdfunding, comme on dit aussi, le peer-to-peer, mais ça sera peut-être 25%. Autre petite anecdote, j'arrête pas de vous abreuver de chiffres, mais celui-là, vous le connaissez, évidemment, 1515. J'ai envie de dire, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous demander ce que c'est pour vous que 1515, mais quand même, pour ceux qui auraient été comme moi un peu distraits à l'école, je vais quand même vous remémorer le 1515. 1515, c'est le nombre de projets qu'une Babylonienne, donc une internaute sur Babylone, a financé. Cette femme est une aide-soignante à Lyon. Elle adore Babylone. Et depuis 2 ans et demi, en 2 ans et demi, tous les mois, elle met 15 à 20% de son salaire en prêt solidaire dans Babylone. Et en 2 ans et demi, elle a financé 1515 projets et elle a prêté en cumul 25 000 €. Il y a 6 mois, quand son appartement a brûlé, son lave-linge, son sèche-linge, tout a cramé, elle a retiré, puisqu'elle a prêté son argent sur Babylone, donc on va lui rembourser, elle peut récupérer. Elle a récupéré 3 000 € pour remplacer son électroménager, et quand les assureurs ont payé quelques mois plus tard, elle a remis l'argent dans le système. Tout ça pour vous illustrer que ces nouvelles formes de solidarité, que sont le prêt solidaire notamment, mais il y en a d'autres qui sont créés par le web régulièrement, eh bien on est en train de créer des rapports tout à fait innovants, tout à fait nouveaux entre l'argent et la solidarité. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que eh bien, on n'est pas dans la poche habituelle du don, on est sur autre chose. Les gens vont prêter de l'argent et vont prendre dans la poche épargne et pas dans la poche don, ce qui va démultiplier la capacité d'aider, la capacité financière à aider les gens dans le monde. Et je trouve que cette image et cette histoire de l'aide-soignante qui met 20% de son salaire, moi je l'adore. Je ne sais pas si elle nous écoute, peut-être pas ce soir, mais je passe mon temps à penser à elle, à la remercier, parce que ça illustre bien l'effet de levier permis par cette nouvelle forme de solidarité qui est le prêt solidaire. Et pour finir, et je vais revenir à mon cas tout à fait personnel, là encore je vous disais que j'ai été banquier de gestion de fortune pendant 12 ans. Pendant toute cette période, j'ai dû m'occuper d'une dizaine de très gros clients. Je vous parlais de montants tout à l'heure. Aujourd'hui, je m'occupe de plus de 10 000 gens très pauvres, mais je crois qu'au fond de moi, je suis au moins 1000 fois plus heureux. Et quelque part, tous ensemble, c'est-à-dire les 25 plateformes de microcrédit solidaire, mais aussi vous tous, c'est-à-dire le grand public qui contribue au développement de cette nouvelle forme de solidarité, eh bien on est en train de créer quelque part ce que j'appelle moi la BCU, la Banque citoyenne universelle, c'est-à-dire la capacité des individus à se fédérer tous ensemble pour faire ce que ne font pas les banquiers, c'est-à-dire prêter de l'argent aux plus pauvres de notre planète pour les aider à s'en sortir. Et cette famille que vous avez en photo est une famille au Vietnam qui est financée par des Babyloniens et qui, grâce à ce microcrédit, peut financer sa petite activité et faire vivre toute sa famille avec tous les sourires qui vont avec. Je dis souvent aussi que le microcrédit, la microfinance, c'est la finance du sourire et c'est la plus belle des finances. Merci à vous.